Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire. Voilà, bonjour à tous. Ravi de vous accueillir. Vous étiez assez nombreux à vous inscrire à ce webinaire. Vous êtes visiblement là aussi nombreux en cette fin de journée. Merci à tous. Vous avez ce chat qui est en bas de votre écran, qui va vous permettre, comme vous le savez, comme toujours, d'intervenir, de commenter, poser éventuellement des questions. Voilà, bonjour Julien, que je salue. Voilà, bonjour à tous. Le webinaire est enregistré, donc je dis tout de suite, le replay de ce webinaire sera diffusé sur la chaîne YouTube de Diagactu dès demain matin. Si vous souhaitez le revoir aussi, vous devez partir avant la fin de notre webinaire. Alors, on va tenter, enfin, je pense qu'on va même réussir à prendre un peu de recul là, sur notre métier de diagnostiqueur, prendre un peu de hauteur, réfléchir ensemble à ce qu'il est aujourd'hui, ce métier de diagnostiqueur, ce qu'il représente avec ses difficultés, ses atouts, sa complexité. On va aussi évoquer son historique, hein. Il a 28 ans maintenant, donc c'est un peu, c'est beaucoup aussi à la fois, hein. C'est en tout cas un métier qui a beaucoup évolué, qui s'est transformé depuis 1996. Et puis surtout, on va se projeter sur les années, les mois, les années qui viennent, avec bien sûr les perspectives de marché, les évolutions liées à la réglementation, hein, bien sûr, parce que ce métier, notre invité du jour va nous le rappeler, est né de la réglementation et vit de la réglementation. Et puis aussi, au gré des évolutions, je dirais, technologiques, numériques, et puis l'apport de l'IA, l'intelligence artificielle, qui sans doute va transformer aussi la façon d'exercer ce métier dans les années qui viennent. Et qui mieux que Stéphane Prouzeau pour prendre de la hauteur sur notre métier? Bonjour Stéphane. Bonjour Alain, merci beaucoup de m'avoir invité. J'espère que ce n'est pas un piège, entre guillemets, parce que c'est complexe comme sujet de Effectivement. prévoir l'avenir. Et voilà, analyser le passé, c'est déjà pas facile, mais prévoir l'avenir, c'est encore beaucoup plus difficile. Alors, l'idée, c'est qu'on lance quelques pistes hein, pour les années futures, mais c'est vrai que c'est complexe et j'espère que l'on pourra réfléchir ensemble et que c'est peut-être un point de départ, hein, toi, d'un rendez-vous qu'on peut se donner tous les 6 mois en se disant, bah, tiens, comment le métier a évolué comment il faut que nous diagnostiqueurs, on s'adapte pour ce nouveau métier. Parce que je crois que notre challenge aujourd'hui, c'est notre adaptation. Et quand on regarde d'ailleurs ce que l'on a fait depuis, on va dire 30 ans, hein, parce que c'est plus simple, depuis 30 ans, la profession de diagnostiqueur s'est bigrement adaptée, adaptée aux technologies, adaptée à la réglementation, adaptée aux bâtiments. Et déjà là, on a réellement fait des choses incroyables en 30 ans. Merci Stéphane et merci de prendre ce risque. Effectivement, c'est un exercice délicat, mais ravi qu'on puisse le faire ensemble. Et je retiens cette idée, effectivement, de se revoir de temps en temps dans ce métier qui évolue, comme tu disais, beaucoup, et depuis toujours. Je ne t'ai pas présenté. Pour ceux qui ne savent pas, ils sont peu nombreux. Tu es président du réseau Agenda Diagnostic, hein, bien sûr, l'un des leaders des réseaux de franchise en France, et également vice-président de Cidiane, l'une des deux ou trois, on ne sait plus trop maintenant, fédérations de diagnostiqueurs. Allez, on va démarrer ensemble. Alors, comme on est pertinent, cohérent et logique tous les deux, on va démarrer par le passé et puis on finira bien sûr par ses perspectives. Je disais 1996, hein, c'est l'année de naissance que l'on donne généralement de notre métier, l'entrée en vigueur de la loi Carrez. 1996, donc 28 ans. Qu'est-ce qui a motivé les pouvoirs publics ou le législateur pour créer cette réglementation qui a donné naissance à notre profession, Stéphane? Ben, c'est la transparence dans la transaction immobilière, appelons un chat un chat. Hmm. Hein. C'est-à-dire qu'il y avait des erreurs dans le mesurage de biens et que M. Carrez a dit bah, il ne faut plus qu'il y ait ces erreurs-là. Et pour qu'il n'y ait plus ces erreurs-là, eh bien, il était député et donc il a mis en place cette loi Carrez. Alors, uniquement sur la copropriété, parce que c'était très compliqué de modifier d'autres lois au niveau de l'ensemble de l'habitat.
mais il l'a mis sur la copropriété en se disant peut-être que derrière, je veux dire que la monopropriété va suivre. Alors, ça n'a pas suivi, mais Mm. c'est pas grave, c'est vraiment le fondement du métier de diagnostiqueur. Et puis derrière, il y a eu un homme qui s'appelait Jean-Louis Amédéo, Mm. parce qu'au départ, cette loi, elle était faite entre guillemets pour les architectes et les géomètres. Et il y a un homme qui s'appelait Jean-Louis Amédéo qui a dit, mais on peut faire, nous, des lois Carrez. Et il a mis en place des formations, il a mis en place des assurances, et puis il est parti dans la réalisation de lois Carrez. Et donc, on peut vraiment dire que c'est lui qui a créé le métier de diagnostiqueur immobilier. Hein. Bon, tu parlais Lola Carrez, et puis évidemment, d'autres diagnostics sont venus progressivement pour faire de cette profession ce qu'elle est aujourd'hui, hein. Mm. Oui, tout à fait. Donc la Mm. première date, tu as raison, c'est 96. On Mm. peut dire qu'il y a peut-être une deuxième date, Mm. c'est 2002. Mm. C'est 2002, Bien. c'est-à-dire avec l'amiante. Mm. Hein. Et je crois que c'est le 2 mai 2002 où il y a un arrêté qui est sorti qui dit qu'il doit y avoir un diagnostic pour tous les biens publics et privés en 2002. Alors c'est peut-être un décret. Un euh, décret, oui, du 2 juin, effectivement, hein, de 2002, oui. Je crois, hein, si. et Si, donc, dans cet arrêté, Mm. on a vraiment la deuxième marche du Oui. diagnostic immobilier. Mm. La troisième marche du diagnostic immobilier, on va dire que c'est le DPE hein, en Mm. 2006. Hein. D'abord pour la transaction et ensuite pour la location. C'est vraiment une marche importante. On en reparlera dans quelques minutes. Mm. Hein. Et puis, je dirais que la quatrième marche, c'est la certification. Mm. Euh, Parce que elle a vraiment fait évoluer notre métier. Elle a fait évoluer la formation, elle a fait évoluer les compétences que nous devions avoir. Alors là aussi, hein, on peut après critiquer la façon, etc. Mais c'est une étape importante de la mise en place de notre métier. Mm. Mm. Puis, quand on regarde ces 30 ans, on s'aperçoit qu'on est parti, en 2002, il y avait 5 prestations en place, ou 4 prestations en place. Aujourd'hui, on en a plus d'une vingtaine. Alors, je dis plus d'une vingtaine, puisque suivant ce que l'on voit au niveau de l'amiante, Mm. entre les TPA, l'amiante travaux, euh, voilà, on peut avoir plusieurs types, quoi. On a plusieurs types de prestations. Donc c'est pour ça la comptabilisation est un peu plus compliquée. Mais aujourd'hui, il y a plus d'une vingtaine de prestations qui font vivre les diagnostiqueurs, qui fait vivre le monde du diagnostic. Et donc c'est énorme de voir l'évolution qu'il y a eu à ce niveau-là. Mm. Sachant que sur les raisons de la réglementation, bien sûr, il y a eu d'abord la transparence, hein, avoir des informations qui étaient vérifiées, qui étaient fiables. Ensuite, il y a la protection du vendeur. Et on dit, mais pourquoi les diagnostics ne sont pas payés par l'acquéreur? Là aussi, on pourrait avoir un débat. Je vous propose de ne pas l'avoir parce qu'autrement, on est encore là à minuit ce soir. Mais c'était la protection du vendeur, puisque quand l'acquéreur achète un bien, il signe dans l'acte de vente qu'il a visité le bien et qu'il l'achète en l'état. C'est énorme comme truc. Il a visité le bien une fois ou deux fois et il met 200, 300, 400 000, 1 million sur le bien, alors qu'il a visité le bien que deux fois ou trois fois dans sa vie. Et donc, il dit, je l'achète en l'état, sauf pour les éléments liés au diagnostic. Et donc, c'est une révolution, là aussi, dans le monde de la transaction, qu'a apporté le diagnostic immobilier. Et puis aujourd'hui, la dernière raison du diagnostic immobilier, c'est la neutralité carbone. Ça aussi, en 2002, quand je suis rentré dans cette profession, j'imaginais pas qu'un jour on parlerait de neutralité carbone et je n'imaginais pas que je serais, entre guillemets, un acteur tout petit, hein, ne vous inquiétez pas, mais tout petit, de cette fameuse neutralité carbone. Je dirais, voilà un petit peu les bases de notre métier, mais surtout ce qu'on a à retenir, c'est que nous avons fortement, fortement évolué depuis 30 ans. Ouais, jusqu'à devenir ce que tu appelles un tiers de confiance, hein, désormais. C'est ce rôle, hein, qu'ont les diagnostiqueurs aujourd'hui dans un contexte, comme tu l'as dit, très complexe. Qu'est-ce qu'on attend réellement aujourd'hui d'un diagnostiqueur, selon toi?
C'est très compliqué, hein, là aussi, comme réponse. Parce Mm. qu'aujourd'hui, tu as dit, on est un tiers de confiance. Et on est au milieu de quoi? On est au milieu de pouvoirs publics, hein, qui prennent, quoi, qui prennent une réglementation liée au diagnostic, mais avec des motivations diverses. Transparence, protection, et puis aujourd'hui, neutralité carbone. Et nous, on est au milieu. Et puis, on est au milieu aussi de professionnels de l'immobilier, professionnels de la transaction, professionnels de la location, des administrateurs de biens. Et puis, on est aussi au milieu du monde des travaux. Et donc, toutes ces personnes-là attendent, je veux dire, des attitudes extrêmement différentes du diagnostiqueur. Et puis, quelque part, on est aussi au milieu des vendeurs et des acquéreurs. Alors là aussi, quand je parle avec des confrères, ils me disent, tu sais, les vendeurs, qu'est-ce qu'ils attendent? Que ce soit rapide et pas cher. Hein? Et puis, on ajoute en souriant, mais quelquefois c'est un peu vrai, que l'on trouve pas grand-chose. Voilà. Donc, alors que l'acquéreur, lui, il veut qu'on ait tout trouvé, bien sûr, parce que lui, il envisage des travaux, et si on pouvait l'aider, ce serait mieux. Hein. Donc, on a une position qui n'est pas facile, qui est complexe, et qui n'est pas toujours facile à tenir, quoi, hein. Mm. Mm. Et puis, si on va plus loin dans cette attente, on s'aperçoit que là aussi, ça a évolué. Il y a 30 ans, ou même 20 ans, on faisait les diagnostics, on les envoyait au vendeur, qui les donnait à son notaire ou à son agent immobilier. Ils étaient joints au compromis et franchement, ils étaient rarement lus. Hein. Aujourd'hui, non seulement on les donne certains au moment de la première visite de vente, hein, première visite du bien, on doit donner l'audit et les diagnostics peuvent avoir un impact important sur le prix du bien. Hein, et c'est pas moi qui le dis, c'est les notaires qui disent que suivant la lettre du bien, on peut avoir des baisses qui peuvent aller jusqu'à 10 ou 15%. Euh, et donc aujourd'hui, les diagnostics sont lus et ont un impact. Et donc, dans notre responsabilité, sur nos épaules, on a bien cet impact qui est extrêmement important. Mm. Alors, on attend quoi? On attend de la précision technique du diagnostiqueur, hein, parce que derrière, il y a des conséquences. On attend de l'indépendance et de l'impartialité, là aussi, et c'est pas toujours facile, mais la réglementation a mis un certain nombre de garde-fous, hein, pour que euh, on soit indépendant et impartial. Et puis, on attend des explications du diagnostiqueur par rapport à l'ensemble des diagnostics que nous réalisons. Et là non plus, c'est pas simple. Si je prends par exemple l'exemple de l'électricité, où nous avons des électriciens et nous qui n'avons pas les mêmes normes. Les électriciens ont la 1500 et nous avons la 16600. Et donc l'électricien a beau jeu de dire à son client, ben, vraiment c'est nul ces diagnostics, parce que c'est pas ça ce qu'il y a comme obligation à faire comme travaux dans votre bien immobilier. Regardez la norme, la 1500 là. Et nous, on arrive, oui, mais nous, on a la 16600 parce que c'est de la protection, etc. Et bien entendu que notre client, il sait pas lequel des deux dit faux ou dit vrai, et il sait pas que les deux disent vrai. Et donc, on attend des précisions, et tout ça, eh bien, c'est notre vie de tous les jours. Merci Stéphane. Alors, parmi nos participants, il y a sans doute... Alors, attends, Ah, excuse-moi, je te ce que coupe. j'avais, Continue. on a un petit peu préparé, hein, bien entendu, cet entretien, et j'avais pris, on attend aussi une assurance, parce que souvent, Oui. on oublie qu'en réalité, notre diagnostic ne vaut que s'il est assuré derrière. Mm. Et ça, c'est extrêmement important. Hein, on en Mm. reparlera peut-être maintenant ou à une autre occasion, mais l'assurance est très importante parce que le papier sans l'assurance, ça ne vaut rien. On peut le mettre à la poubelle. Donc, on attend aussi une assurance responsabilité civile. Merci Stéphane. Donc, oui, je disais, dans nos participants, il y a aussi, bien sûr, là, il y a bien sûr des diagnostiqueurs en activité, mais il y a aussi beaucoup de gens, ils seront nombreux aussi à nous revoir en replay sur YouTube, qui s'intéressent à ce métier. Comment tu définirais, toi, les difficultés et les atouts actuels du métier de diagnostiqueur, qui, encore une fois, a beaucoup évolué, bien sûr. Alors, je te propose, on va commencer par les difficultés, comme ça,
on terminera par les atouts, hein. Sur les difficultés, la première difficulté, c'est la réglementation. Mhm. Cette réglementation, il faut voir qu'on a plus d'une trentaine de textes et alors ça dépend là aussi comment on segmente les textes, hein, mais si je prends même chacun des textes, c'est plus d'une centaine de textes qui sont en rapport avec le métier de diagnostic immobilier, Mhm. parce que quelquefois, pour une prestation, on a plusieurs décrets, plusieurs arrêtés, on a un texte de loi. Alors, ils sont souvent en cohérence, hein, mais ça veut dire qu'il faut être à jour de l'ensemble de cette réglementation, de l'ensemble de ces textes, c'est une première difficulté. C'est vraiment de connaître la réglementation. Et là, c'est vrai que le fait d'être dans une organisation, le fait d'être dans un réseau, ça facilite la possibilité de cette connaissance de la réglementation. Hein. Sachant que dans un certain nombre de cas, cette réglementation peut être imprécise. C'est-à-dire qu'on a un mot qui peut être interprété comme, j'allais dire, qui peut avoir plusieurs interprétations possibles. Et nous avons nous-mêmes, j'avais promis hein, de ne pas le dire plus de 10 fois, mais nous avons nous-mêmes, chez Agenda, de nombreux contacts avec les CRIDON, hein, qui sont le service juridique des notaires, pour avoir des échanges sur telle ou telle réglementation. Hein. Et c'est très intéressant d'ailleurs, parce qu'ils disent, ben voilà, nous on démarre là, nous on dit non, il y a ça parce qu'il y a tel mot, et puis parce qu'il y a telle jurisprudence, puisque la réglementation, elle se fait, un, par les textes réglementaires, mais deux, aussi par ce qu'on appelle la jurisprudence et la doctrine. Mhm. Euh, et donc, il faut être vraiment sur l'ensemble de ces éléments-là. Et puis après, il y a des notes techniques, hein. La DGS Mhm. sort un certain nombre de notes qui font aussi évoluer, j'allais dire, notre métier et notre pratique. Donc, la première difficulté, c'est cette réglementation, mais c'est elle qui nous fait vivre, hein. Donc, si on la met de côté, on disparaît. On n'est pas emmerdé, on disparaît. La deuxième difficulté, c'est la motivation des clients. Et là, on est au milieu de clients qui ont des motivations très, très différentes. Je dirais, les clients vendeurs, quelque part, ils veulent qu'on trouve le moins de trucs possible. Il y en a beaucoup qui veulent aussi de la précision, hein, soyons, ne leur jetons pas comme ça l'opprobre. Mhm. Bien sûr, l'acquéreur, qui n'est pas notre client, mais qui va faire en sorte que notre RC est mis en avant, entre guillemets, lui, il veut qu'on trouve bien sûr le tout, et ce qui est un peu normal. Et puis après, au niveau de l'ensemble des professionnels de l'immobilier, bien sûr, ils sont de plus en plus, ils veulent de plus en plus qu'il y ait de la précision dans les rapports. Hein. Parce que derrière, en réalité, j'allais dire, si on est agent immobilier, une belle vente, elle se fait sur un terrain de vérité. Hein. On pourrait en rediscuter aussi, mais plus il y a de précision et plus les ventes se font, hein, et meilleur on est. Et l'allocation, c'est pareil. Hein. Cacher quelque chose, en réalité, c'est se mettre dans la mouise dans quelques mois ou dans quelques années. Et c'est pareil pour les syndics. Les syndics, ils veulent avoir des copropriétés où tous les copropriétaires connaissent l'état de la copropriété. Hein. Et le PPPT, qui est une très belle démarche, hein, permet vraiment d'apporter de l'information aux copropriétaires, qui vont leur permettre de faire des travaux, qui vont leur permettre de prendre des décisions en disant, ben non, ces travaux sont prioritaires par rapport aux autres, etc., etc. Et donc, c'est une aide formidable. Il faut être précis pour arriver à contenter nos clients. Mais c'est vrai que c'est cette deuxième difficulté, cette motivation des clients. Et puis, je dirais, la troisième difficulté, c'est le spectre de nos missions qui s'accroît quand même, qui s'agrandit. Hein. Et quand on voit sur la performance énergétique à quel niveau était le DPE en 2006 et comment est aujourd'hui l'audit énergétique, parce que c'est la suite du DPE. Hein. Certains disent que l'audit énergétique, c'est un DPE un peu plus précis et qu'en réalité, on aurait dû faire une seule prestation qui soit l'audit et le DPE. Ce que je ne conteste pas d'ailleurs. Hein, c'est pas on en a fait deux, très bien, mais c'est vraiment la suite. Et on a un spectre là de nos missions qui vraiment s'agrandissent et qui
fait que c'est de plus en plus compliqué. Parce que ça veut dire qu'il faut qu'on se forme tout le temps, tout le temps. On est un métier avec entre guillemets, une formation assez faible au début Hmm. euh, de notre carrière. Mais par contre, on a une demande de formation pendant l'exercice de notre métier extrêmement importante, beaucoup plus importante que des tas de professions. Il y a des professions qui ne se forment pas pendant 2, 3, 4 ans, hein, qui font exactement le même métier. Alors nous, je ne sais pas si c'est une qualité ou une difficulté, mais on peut dire que on ne fait pas le même métier que notre métier et dans la pratique de notre métier. Donc c'est effectivement aussi une difficulté. Et puis il y a quelques atouts quand même, hein, si tu les Il y cherches a, il bien, y a je de pense, nombreux hein. atouts. Bon. Je veux dire, le premier atout, c'est le marché. Hmm. Dans un marché, si tu veux, le marché, quand je suis arrivé en 2002, il y a quelqu'un qui m'a dit, Stéphane, je ne sais pas si ton choix, et je vais le dire pour la deuxième fois, d'acheter Agenda est un bon choix, parce que tu achètes, il y a un marché de 250 millions d'euros. Donc, franchement, c'est un petit marché, quoi, hein. Bon, aujourd'hui, on est au moins à 800 millions d'euros et on friserait le milliard. Donc, c'est un marché qui grandit de façon extrêmement importante. Hmm. Ah, il y a 25 ans, on avait un marché où on avait surtout des indépendants, puis quelques boîtes où il y avait 10, 20 personnes. Hmm. Aujourd'hui, on a vraiment trois types. On a les grandes entreprises, mais qui sont surtout sur l'amiant de travaux, des marchés nationaux. On a des indépendants qui sont surtout sur le DDT. Et puis, je dirais, on a un certain nombre d'entreprises, alors en réseau ou pas, où il y a 5, 6, 10 techniciens et qui sont vraiment à l'intersection des quatre principaux marchés. Transactions, location, copropriété, travaux. Hein. Alors, on verra tout à l'heure où est-ce qu'il faut être. En réalité, il n'y a pas de vérité, hein. Mais on est là. C'est vrai que c'est un marché où on peut commencer tout seul, dans 2 ans être trois Hmm. techniciens, dans 4 ans quatre. On peut commencer sur le DDT, dans 2 ans faire du travaux et dans 4 ans faire de la copro. Alors, sachant que dans ces cas-là, si par exemple on veut faire de la copro, il faut quand même des diplômes supplémentaires, il faut des formations supplémentaires, etc., etc., hein. C'est pas en claquant des doigts, mais on a un marché d'évolution qui est passionnant, qui est passionnant. Et ça, c'est un vrai atout, quoi. Alors après, il y a un deuxième atout, c'est notre adaptation. Hein. On a montré que nous pouvions nous adapter. Et un, on peut s'adapter, mais deux, on s'adapte, un, à cause ou grâce à la réglementation, et deux, à cause ou grâce des outils que nous utilisons. Hmm. Hmm. Et là, je veux dire que quand je suis rentré, il y avait une feuille Excel et on faisait des croix. On était des spécialistes de croix. Donc on faisait des rapports qui faisaient 2 pages. Il y avait 25 croix et en 2 pages et 25 croix, on le filait. Je ne sais pas si c'était bien ou pas bien. Et là non plus, je ne vais pas rentrer là-dedans. Aujourd'hui, on a des rapports qui font 40 pages qui décrivent un certain nombre de pathologies et d'anomalies et qui permettent réellement à nos interlocuteurs, je dirais, de se servir des informations que nous leur donnons. Et donc, on a vu au niveau technologique, on a vu l'utilisation de scanners, on a l'utilisation d'outils de mesure. Tout ça, ça a évolué de façon importante et on ne donne pas du tout la même qualité d'information aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Et quand on va parler de demain, cette capacité d'adaptation, elle est primordiale. Elle est primordiale parce que là, on a l'IA qui s'invite dans notre démarche. Franchement, on peut dire qu'on s'en fout, on peut dire qu'on n'y va pas. Mais comme me disait un ami, l'IA ne va pas remplacer l'homme, mais l'homme qui va utiliser l'IA va te remplacer, toi, si tu ne l'utilises pas. Alors, c'est une belle phrase, mais je crois que c'est aussi une réalité. On en parle peut-être, si tu me poses la question, dans quelques minutes. Je vais sans doute te poser la question. Oui. Hmm. Et puis,
alors, je l'ai déjà dit dans mon premier atout et je vais le redire avec d'autres mots dans le troisième atout, c'est la répartition de la taille d'entreprise. Hmm. On a des entreprises qui ont multiples tailles, des entreprises de 300, 400 personnes et des entreprises de une personne. Alors, est-ce que demain, les entreprises de une personne continueront à vivre aussi bien qu'il y a 4, 5 ans? C'est une vraie question et sur laquelle il faut là aussi s'interroger, et pas du tout s'interroger pour reprocher, mais s'interroger pour dire ben, quelle est l'organisation qui permet à la personne qui veut rester, j'allais dire, relativement seule, de pouvoir exercer convenablement son métier. Donc, c'est sûr aujourd'hui qu'il y a un marché, je veux dire, très intéressant. Et qu'aujourd'hui, quelqu'un qui est en reconversion professionnelle, elle peut se dire, ben, comment j'intègre ce marché en reconversion professionnelle? Alors, bien souvent, les gens qui sont en reconversion professionnelle, le plus et qui veulent, par exemple, créer une entreprise, le plus simple, c'est de passer par un réseau. Hein. Alors, il y a plusieurs types de réseaux, mais c'est de passer par un réseau parce que il y a un accompagnement qui lui permet d'éviter certains errements, je dirais, dans la mise en place de son activité. Mais ça, c'est un autre sujet que nous pourrons évoquer plus tard. Bien. Bah, parlons de demain alors, justement, Stéphane. C'est le cœur de notre webinaire, hein. C'était là, je voulais On avait dit 3 minutes, tu as vu que j'ai pas dépassé. Hein. très bien. Non, c'est très bien. Bravo, Stéphane. Parfait. Euh, Donc c'est ce demain, on parlait de l'IA, de cette évolution de la technologie, du numérique, donc de l'intelligence artificielle. On va y venir bien sûr, mais tu vois aussi des évolutions prévisibles dans la taille, dans la spécialisation, dans la stratégie des entreprises hein, du secteur, Stéphane. Euh, pour moi, il y a plusieurs types d'évolution demain et dans ce Mhm, que l'on peut imaginer. mhm, Hein. La taille et la spécialisation effectivement des entreprises, comme tu le dis, hein, la digitalisation des outils, mhm, l'orientation conseil de nos missions. Hein, parce qu'on a un métier qui se transforme. Il y a 10 ans, on faisait que du constat. mhm. On constatait. Et on s'interdisait d'aller plus loin. Et on se disait même, si jamais tu fais du conseil, tu vas au-delà de ta mission. Hein. Aujourd'hui, avec l'audit, je suis désolé, mais Mhm, on est dans une mission de conseil mhm, aussi. mhm, mhm, Et puis, il y a peut-être d'autres éléments. Je pense à l'Europe, par exemple. Hein, on parle du DPE en Europe, on parle de l'amiante en Europe. Nous avons été les premiers, ou quasiment les premiers, hein, à faire du diagnostic en Europe. Mais il y a d'autres pays qui s'y sont intéressés et qui vont aussi relativement loin. Alors, avec des formes assez différentes, on a les Anglais hein, qui ont des home inspectors, donc avec vraiment cette volonté d'avoir une inspection du bien immobilier. Si je traverse l'Atlantique, qui sont plus anglo-saxons, c'est home inspectors, mais c'est davantage payé par les acquéreurs que par les vendeurs. Alors, ce qui n'est pas une stupidité, hein, parce que on se dit, encore une fois, est-ce que l'on peut sincèrement acheter un bien immobilier en faisant 2 visites? C'est une vraie question, hein. Alors nous, on est des amoureux, nous, les latins, hein. Donc, on achète parce qu'on aime. Voilà. Les Anglais sont un peu plus rationnels. Ils achètent parce que normalement, c'est bien fait. Alors, on pourrait juste faire une parenthèse. Quand il y a un ouragan aux États-Unis, tout est par terre parce qu'ils construisent en bois, alors que nous, on construit en pierre. C'est le petit chaperon rouge. Et là aussi, je vous propose de ne pas aller plus loin sur le sujet. Mais dans nos scénarios de futur, effectivement, l'Europe, l'Occident, c'est quand même des marchés à regarder, voir comment ils font. Et il se trouve qu'ils s'en font plutôt comme nous. Et on est plutôt un peu précurseurs que les autres. Alors, si on revient sur les trois autres éléments pour essayer de caractériser le futur, on a d'abord la spécialisation des entreprises. Alors, ce n'est pas tout à fait nouveau, comme je le disais tout à l'heure. Hein. Il y a aujourd'hui des grosses entreprises qui font de l'amiant de travaux. Les personnes qui sont seules font plutôt du DDT. Alors,
bien entendu, il y a des tas d'exemples où j'ai un gars seul qui va faire de l'amiant de travaux aussi, mais disons, c'est un peu plus complexe. Et puis, nous avons aujourd'hui, je dirais, tout ce qui est lié à la performance énergétique, hein. Et là, je pense qu'il va y avoir une spécialisation importante liée à la performance énergétique. Mm, mm, C'est on le voit, il y a le DPE, l'audit, mais on en a quelques-uns qui ont été vers le MAR. Là, c'est une grande spécialisation. En quittant un peu le DDT, on sait aujourd'hui que l'activité la moins rémunératrice, c'est le DDT. J'ai pas dit qu'elle n'était pas rentable, j'ai dit qu'elle était un peu moins rentable que d'autres, tout en sachant que pour faire de l'amiant de travaux, il faut soit avoir des petits chantiers, soit être très gros. Enfin, il y a une taille qui n'est pas simple en rentabilité sur l'amiant de travaux, parce que c'est souvent par appel d'offres, et que pour gagner un appel d'offres, il faut faire des prix très bas, hein. Alors c'est un petit peu complexe, mais néanmoins, c'est ce que l'on constate aujourd'hui sur les marchés. Donc je pense qu'il va y avoir, avec le développement du marché, 1 milliard d'euros, il va y avoir des spécialisations plus importantes qu'aujourd'hui, hein, avec du DDT d'un côté, la copro qui est de plus en plus importante, hein, le PPPT, 800 000 copropriétés où il faut faire des PPPT. Aujourd'hui, il y a peut-être un quart des copropriétés qui ont signé leur PPPT, donc il y en a encore les trois quarts à signer, hein, c'est un bon marché. Et puis la performance énergétique, qui est un marché où là, on devrait avoir aussi de la spécialisation, parce que derrière, il y a la neutralité carbone, et 2050, quelque part, c'est dans 26 ans, hein. Je faisais le calcul avec mon directeur financier et on est arrivé à 26 ans sur la neutralité carbone. Ça veut dire que la performance énergétique, c'est un marché qui est en pleine croissance aussi. Donc ça, c'est vraiment important. Alors, qu'est-ce que l'on peut imaginer au niveau des tailles de nos entreprises? Ben, peut-être un regroupement. Mais quand je dis regroupement, je le mets vraiment entre guillemets d'un certain nombre d'indépendants. Alors, soit en réseau formel, soit en réseau informel, pour pouvoir exercer seul, mais avec de l'aide, hein. Alors, il y a eu ça il y a 10 ans. Il y a 10 ans déjà, il y a un certain nombre d'indépendants mm. qui ont, un faisait le plomb, l'autre faisait l'amiante, etc. Alors, ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné parce que l'agent immobilier, entre guillemets, ou le notaire, Stéphane, je t'ai perdu. J'espère que nos participants, par contre, ont encore le son et l'image. Merci de m'indiquer si effectivement vous aussi, vous avez perdu Stéphane. voilà, ça y est. Voilà, Alain, je crois intervenu. que... Désolé, pardon pour ce petit souci technique. J'espère que on a perdu personne. Donc parfait. Bon, Voilà, il te suffit de reprendre ton déroulé et puis c'est parfait. Désolé, hein. voilà, donc je disais qu'il est possible que certains indépendants se regroupent, mais avec des formes, bien entendu, j'en vois qui disent, bah, il y a agenda derrière, bien sûr qu'ils peuvent venir chez moi, mais ils peuvent aller aussi se regrouper sans avoir de réseau. Et encore une fois, c'est pas parce qu'on intègre un réseau qu'on perd son indépendance. Ce n'est pas du tout le cas. Mm. Ça, c'est la première évolution. La deuxième évolution importante, c'est l'impact des nouvelles technologies, Mm. hein. Comme je le disais tout à l'heure, l'IA s'invite dans nos démarches. Alors aujourd'hui, timidement, hein, et j'ai fait l'autre jour un sondage sur 30 diagnostiqueurs interrogés, on en avait 8 qui utilisaient l'IA, hein. C'est-à-dire que 22 ne l'utilisaient pas. Et sur les 22, j'en avais une quinzaine qui disaient utiliser l'IA, mais ça va pas, non, c'est du n'importe quoi. Et donc, dans les 8 qui utilisaient l'IA, des gens qui étaient très bons, hein, il y en avait, il y avait des grosses boîtes, etc.
et qui donc m'ont donné des exemples d'utilisation de l'IA. Alors, entre autres pour le PPPT, par exemple, ils disent à l'IA, lis-moi les AG des copros et donne-moi les derniers travaux réalisés. Alors, ça peut paraître étonnant, mais quand on fait le travail avec l'IA et en relisant derrière, ben, l'IA ne s'est pas trompée. J'ai un autre exemple où on mettait une photo d'une façade et on disait à l'IA, donne-moi les pathologies de la façade. Eh bien, fichtre, l'IA ne s'est pas trompée. Alors, je l'ai fait une troisième fois où là, l'IA s'est trompée. Et c'est là où il y a un grand danger de l'IA. Hein. C'est ce qu'on appelle les affabulations. Et quand l'IA se trompe, elle ne dit pas je ne sais pas. Quand l'IA se trompe, elle ne dit pas ça, c'est pas sûr. Elle affirme des choses. Hein. Et donc, notre grand souci aujourd'hui, ça va être d'apprendre ce que peut faire ce nouvel outil. On ne peut pas dire qu'on ne va pas l'utiliser, c'est pas possible, Mm. mais d'apprendre et d'être capable que ce soit une aide, mais ça n'est pas l'œil du diagnostiqueur. L'œil du diagnostiqueur qui est le premier outil du diagnostic. Et ça, c'est extrêmement important à bien comprendre. Notre premier outil, c'est notre œil. Mais on va certainement évoluer dans les 10 ans comme nous n'avons jamais évolué dans le diagnostic immobilier. Voilà. Donc ça veut dire qu'il va falloir qu'on fasse ensemble, qu'on expérimente. Il va falloir qu'ensemble, on trouve, peut-être, vous savez, pour ceux qui ont été un peu cherchés dans l'IA, il y a plusieurs logiciels d'intelligence artificielle. Vous avez celui de Microsoft, celui de Google, celui de telle startup, etc. Et donc, peut-être qu'on va en trouver un qui va être mieux pour nous, professionnels du bâtiment et du diagnostic. Mais là, je pense que il y a une très, très grande évolution qui va se passer dans les prochaines années. Nous devons être attentifs à cela. Et encore une fois, dire que je n'utiliserai pas l'IA, ça veut dire que vous risquez de ne plus exercer cette profession dans les quelques années qui viennent. Et ceux qui n'ont pas encore arrivé dans cette profession, ne vous dites pas non plus l'IA va tout faire. Non, 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 c'est pas ce que j'ai dit. L'IA est un outil important qui va nous faire évoluer et qui va nous permettre de servir les intérêts de nos clients. Voilà. Et puis la troisième évolution, c'est le conseil. Mm. Encore une fois, au départ, on était un métier de constat. Et petit à petit, doucement mais sûrement, on passe du constat au conseil. Eh bien, c'est pas simple. Alors pourquoi c'est pas simple? Ben, parce que d'abord, c'est pas le même savoir. C'est pas le même savoir de constater que de conseiller. Hein. Et il y a aussi bien au niveau du fond qu'au niveau de la forme. Mais déjà, au niveau du fond, c'est pas le même savoir. Au niveau de la forme, conseiller, ça demande une écoute de l'autre que l'on n'a pas lorsqu'on fait du diagnostic et qu'on fait que du constat. C'est pas un défaut, c'est pas un, mais c'est comme ça, quoi. Et puis, deuxième ou troisième élément dans le conseil, c'est que ce n'est pas le même modèle économique. Je fais un DPE sur un bien, je vais mettre 2 heures, par exemple. Je fais le DPE, je mets 2 heures. Si derrière, je fais du conseil, je mets 4 heures. Mm. Oui, mais là, au départ, mon DPE, je l'ai vendu 150 euros pour 2 heures. Et donc, si je mets 4 heures, j'ai du mal à dire à la personne, alors, étant donné que je suis resté 2 heures de plus chez vous, je vais doubler le prix du DPE. Ben, vous pouvez essayer, hein, mais ça ne marche pas. Donc, il y a un vrai souci, et le modèle économique, c'est important, hein, sinon on crève. Hein. Donc, c'est très, très important que ces évolutions soient regardées sous l'angle financier aussi. Et donc, aujourd'hui, alors parler du prix, c'est compliqué, euh, mais aujourd'hui, le prix moyen augmente. Hein. Tu
C'est un constat, au niveau de Cydiane, on a regardé et le prix moyen des prestations augmente. Et donc, mais il ne double pas, hein. Donc, si je double mon temps chez le client, je suis loin avec mon prix moyen, hein. Donc, on a un prix moyen qui augmente. Ça, c'est plutôt une bonne chose parce qu'on a des certifications, de la formation. Donc, il faut aujourd'hui qu'on augmente notre budget. Il n'y a pas à tortiller. Là aussi, hein, il faut échanger entre nous et il faut arriver à augmenter notre budget. Et pour ça, il faut augmenter les prix, hein. Et si on augmente les prix, c'est pas parce que le client, on l'aime mieux, on l'aime moins, pas du tout. C'est parce que notre travail aujourd'hui augmente et qu'on a besoin d'avoir plus de formation. Voilà. Donc ce passage du constat au conseil euh, va transformer aussi le métier de diagnostiqueur. Donc, vous voyez, les trois axes importants, hein, qui sont la taille de nos entreprises et notre marché, qui sont les outils, dont l'IA, mais pas que, hein. On a aussi les drones, hein. On a quelques diagnostiqueurs aujourd'hui qui utilisent des drones pour même faire des travaux, quoi, hein, de diagnostic dans les travaux. On utilise les drones pour avoir une meilleure vue du bâtiment. Aujourd'hui, de très nombreux diagnostiqueurs utilisent Google, je ne sais plus quoi, et pour déjà voir ce qu'il y a au niveau du bâtiment et d'avoir cette vue que l'on ne peut pas avoir, il faut louer une nacelle, etc., etc. Et cetera. Et donc tout ça, c'est génial, parce que on a un métier qui progresse, mais c'est aussi un danger, une complexité d'avoir ça. Le, Donc voilà, c'est les trois grandes évolutions que je vois. Et avant de répondre aux questions, je voudrais dire une petite chose sur, il faut aujourd'hui, on a un métier qui est riche, euh, on a un métier qui est passionnant, on a un métier qu'il faut faire vivre, et je pense qu'il faudrait qu'on ait tous les mêmes valeurs au niveau du diagnostic immobilier, hein. Alors, j'en ai mis trois, moi, mais peut-être qu'à un moment, ce serait intéressant lors des RVDI, par exemple, les prochaines RVDI du mois de Le 20 mars, mars, oui. Mm. hein, le 20 mars, hein, c'est ça. Ben voilà, on pourrait avoir un débat sur quelles sont les valeurs des diagnostiqueurs immobiliers, hein, parce que on est une profession où on s'est beaucoup tiré dessus. À un moment, le jeu, c'était plus je te critique et plus je suis heureux. Voilà, Mm. mais on sait bien que l'épanouissement professionnel n'est jamais dans ce type de rapport. Et donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, dans les valeurs des diagnostiqueurs, c'est un, être à l'écoute des besoins des pouvoirs publics relatifs au bâtiment. Parce que c'est ça qui nous fait vivre. Donc, il faut être à l'écoute. Il faut être à l'écoute pour parler avec eux et puis ben, voir quelles évolutions il va y avoir. Et puis, deuxièmement, être à l'écoute des apports des nouvelles technologies. C'est passionnant. C'est pas facile, hein, quand vous avez 60 balais, de vous dire qu'il va falloir changer d'ordinateur, qu'il va falloir mettre ça, etc. Et qu'on a 15 ans d'activité professionnelle, c'est pas simple, hein, mais c'est passionnant. Et encore une fois, si on n'est pas à l'écoute des nouvelles technologies, on n'est pas emmerdé, on crève. Et puis, troisième, il faut qu'il y ait croissance de la solidarité entre diagnostiqueurs. Et ça, je crois, c'est aussi extrêmement important. On n'est pas une grosse profession, il n'y a pas énormément de diagnostiqueurs aujourd'hui. Euh, on est sur un marché assez faible. 1 milliard, c'est pas énorme. Mais il faut qu'il y ait beaucoup plus de solidarité entre nous. Parce que c'est avec cette solidarité que l'on construira notre métier de demain. Bien, merci beaucoup Stéphane sur ces quelques réflexions sur notre métier, le passé, le présent, l'avenir. Alors je regardais un peu les questions, les commentaires. On parle beaucoup de tarifs, hein, évidemment, hein. C'est un sujet qui, je sais, évidemment, par définition, concerne tous les professionnels qui nous écoutent. Voilà, hein, tu en as parlé. C'est une réalité, c'est un fait. En tout cas, nous, on rejoint ton analyse avec cette augmentation des tarifs, hein, qu'on a bien aussi mesuré de notre côté dans un récent sondage.
Voilà, quelques commentaires également, notamment euh, Johan qui parle aussi effectivement des donneurs d'ordre qui prennent évidemment au moins cher, toujours comme toujours. Voilà. Et quelques réflexions aussi sur l'IA, aussi l'utilisation de l'IA qui est aussi un sujet. Voilà, bon, quelques commentaires un peu ironiques parfois, mais en tout cas, merci pour ces commentaires. Euh, Johan nous dit 20 ans d'expérience, toujours pas de solution au sujet du prix. C'est une réflexion, j'imagine, de son expérience. Voilà, c'est un. C'est très compliqué. Je veux bien dire un mot sur les prix et j'ai pas Mm, lu les commentaires parce que si tu commences à lire les commentaires alors que tu parles, bah, disons que tu es mm, t'es moins vivant. Et mm, donc, sur les prix, c'est quelque chose que je connais relativement bien parce que nous avons des petits cabinets et des gros cabinets. Nous avons des cabinets qui font près de 2 millions d'euros, des cabinets qui font 100 000 euros, hein. Et donc, le prix est un élément important parce que tu ne peux pas monter un réseau si tu n'as pas une réflexion sur la rentabilité de ta boîte. C'est pas possible, hein. Dire, c'est de la poésie, mais c'est pas possible. Et j'ai très peu de personnes qui ont mis la clé sous la porte, hein. C'est pas le modèle du diagnostic chez nous. C'est de faire en sorte qu'on gagne de l'argent. Et donc, aujourd'hui, bien entendu, nos diagnostiqueurs me disent, mais disons, le moins 10 ans, c'est quelque chose que je connais bien, le tarif, c'est quelque chose que je connais bien, et en plus, j'ai les statistiques jour par jour des tarifs des personnes. Donc, je suis pas embêté, c'est même pas, on n'exagère pas d'un côté ou de l'autre, j'ai les statistiques de ce qui est facturé. mm. Et donc, on a, oui, aujourd'hui, une augmentation du panier moyen, hein. C'est un élément. Alors oui, on me dit oui, mais je passe plus de temps. C'est exact. On passe plus de temps. Aujourd'hui, pour être rentable, il faut que le technicien fasse, on va dire, 10 000 euros par mois. Voilà. C'est-à-dire 500 euros par jour. Hein, c'est pas compliqué. 10 000 divisé par 20, ça fait 500. Et donc, dans notre modèle économique, c'est ça qui est important, hein. Et à la rigueur, moi j'ai vu le diagnostiqueur dire je ne travaille plus avec telle ou telle agence parce que à chaque fois, c'est bonjour, combien de moins? Bonjour, combien de moins? Voilà. Alors après, j'ai des diagnostiqueurs qui me disent, les personnes au téléphone, au lieu de me dire bonjour monsieur, me disent c'est combien? Allô, c'est combien? Même pas bonjour. Alors, je leur ai expliqué, oui, mais c'est normal, ils ne savent pas quoi te demander. Ils sont un peu brutaux, mais c'est comme ça. Mais là aussi, quand tu les emmènes sur un discours technique, tu arrives à leur aller à faire en sorte que ce ne soit pas le prix qui soit important. Et donc, à nous aussi, arriver à vendre autre chose que le prix. Et c'est pour ça que je parle de la solidarité, qui est très simple à dire quand on est le cul sur sa chaise, hein, j'en suis bien conscient, qui est beaucoup plus compliqué quand on va chez les clients. Vous avez tout à fait raison. Mais c'est vrai que petit à petit, il y a moins de diagnostiqueurs qui cassent les prix. Ça arrive encore, hein. Je n'ai pas dit que ça n'arrivait pas. Je dis qu'il y en a moins, hein, et que effectivement, aujourd'hui, notre prestation a une valeur. Mais on a quand même une vraie augmentation du panier moyen. Et on ne pensait pas d'ailleurs, quand on a mis en place l'audit, on ne pensait pas qu'on arriverait à vendre l'eau de vie 300, 400, 500. Il y en a même qui l'ont vendu 800 euros, 1000 euros, et qui ont réussi au départ. Alors après, ça a un peu baissé, mais aujourd'hui, l'audit est plutôt très bien vendu par rapport à d'autres prestations. Voilà. Mais le prix est compliqué, hein. Et encore une fois, quand on est face à un prescripteur, quand on est face à un client, le prix est compliqué. C'est une démarche commerciale. Ça veut dire que au niveau du prix, nous devons être formés à vendre son prix. Voilà. Et ça aussi, on pense que la formation, c'est que technique. Non, vendre un prix, ça demande une formation. Et oui, ce n'est pas inné, pas du tout. Bien.
Merci Stéphane. Un dernier mot avant de conclure ce webinaire sur le réseau, agenda, diagnostic, si tu veux bien. Ben, en deux mots, oui, Hmm, c'est un réseau qui deux mots. aujourd'hui, Hmm, deux mots, oui, c'est 150 franchisés, hmm. 450 personnes, avec des tailles différentes, hein, et aujourd'hui un réseau qui recrute des techniciens, qui recrute des partenaires, partenaires franchisés, et donc un réseau qui est là pour regarder l'avenir, étudier l'avenir, se préparer à l'avenir, hein. Et c'est un élément important. Et dans les valeurs que l'on a décrites tout à l'heure, c'est-à-dire écoute de la réglementation, écoute des nouvelles technologies, solidarité, eh bien, c'est des éléments que l'on essaye de vivre. On n'est pas parfait, mais on essaye de les vivre tous les jours et ensemble. Très bien. Ben voilà, une très bonne conclusion. Merci infiniment Stéphane Pouzeau d'avoir pris quelques Merci. minutes là, à cette fin de Voilà, et journée pour merci. ces quelques idées. Stéphane, tu voulais peut-être poursuivre ou compléter? Non? Non? Non, non, moi je remercie tout le monde. Voilà. Et on a un métier, on a une profession qui est vigoureuse, et bien, travaillons ensemble. Voilà. Et Olivier, Hervé, Fatih, Julien te remercie, Martine également. Merci.